Aujourd'hui, on est dans le cadre de cette série de webinaires sur le First Party Data Marketing Summit. Je voudrais vous présenter les intervenants qu'on a avec nous aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Romain Samptio, qui est du coup Head of Data Digital et Performance chez Renault, et Romain Schuller, qui travaille chez Zeta Global en tant que directeur commercial sur la partie CRM. Romain, je vais commencer par te présenter toi. Tu travailles du coup dans le marketing automobile depuis une dizaine d'années et spécifiquement dans le marketing digital et relationnel. Ça te permet aujourd'hui d'avoir une vision assez transverse des différents sujets sur lesquels tu peux travailler. Ton rôle en tant que Head of Data Digital et Performance chez Renault, c'est de mettre à disposition des métiers chez vous, des outils et des data pour leur permettre d'être plus performants. Tu travailles, du coup, je l'ai évoqué, chez Renault, qu'on ne va pas présenter, parce que je pense que 100% de notre audience connaît Renault. Et Romain, pour te présenter également, Zeta Global, vous êtes un éditeur d'une solution de data marketing et d'engagement client. Ton rôle est d'être, du coup, directeur commercial sur la partie CRM. L'objectif aujourd'hui, c'est que, du coup, Romain, tu puisses nous partager ta vision de la data first party et de comment cette data peut être utilisée pour faire de l'activation, pour activer les clients et personnaliser l'expérience client. Et Romain, du coup, vous allez nous raconter votre expérience aussi ensemble parce que vous collaborez ensemble depuis une dizaine d'années sur ces sujets-là. Je vous laisse la main. Merci beaucoup. Alors, on va commencer. Bonjour à tous. Et merci à Romain de nous faire la gentillesse de participer à ce webinaire. Bonjour à tous. Alors, rentrons dans le vif du sujet. On va attaquer directement avec cette question qui traverse un peu toutes les directions marketing aujourd'hui. Avec la disparition des cookies tiers, il y a une nouvelle prise de conscience de la valeur des données first party. Donc, c'est le thème du webinaire et de la série organisée par Tiny Clues, qu'on remercie de nous accueillir. Pourquoi s'en préoccuper encore plus qu'avant? On a quelques slides d'études chez Zeta qui montrent que on parle beaucoup d'économie de l'attention aujourd'hui. Ça touche tous les secteurs, y compris les secteurs industriels, éducatifs et autres. Et à l'écran, on voit deux courbes qui se croisent. Une courbe en bleu ciel qui est le temps d'exposition aux médias digital, au sens large, hein, tout device, écran confondu. Et une courbe en bleu qui donne la consommation des médias dits traditionnels. Et on voit que c'est des courbes qui s'inversent et qui se croisent depuis, c'est une tendance qui n'est pas nouvelle, mais qui depuis 2020 s'accélère, avec un temps moyen d'exposition aux médias digitales de 7h30 par jour, sachant que voilà, tout le monde est un peu devant des ordinateurs et autres. Et que dans ce contexte, même si on a des clients, des prospects, des visiteurs uniques qui sont de la donnée first party, la réactivité de ces publics, de cette base, de ces bases, n'est pas forcément acquise. Cette autre slide, elle montre plusieurs choses, notamment que l'omnicanalité n'est pas vraiment un sujet de canal, mais plus un sujet de reconnaissance client au sens large. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que la reconnaissance client est encore à un niveau relativement bas. Voilà, il y a pas mal de frictions, d'irritants chez les clients, les prospects. Et qu'au final, dans un univers où il y a de multiples ID, des devices, un environnement technologique très riche et très complexe, rassembler un peu tout ça autour de sa vision first party n'est pas simple. Et qu'il y a encore beaucoup de marches à monter avant la vision holistique, idéale et dont toutes les marques rêvent. Dans ce sondage aussi, qui est US, hein, mais qui s'applique également à l'Europe, les obstacles qui sont pointés en fait par rapport au data-driven marketing, on voit que la disparition des cookies tiers n'arrive qu'en troisième, entre guillemets, donc c'est déjà assez haut, mais que le sujet est plus un sujet de financement, presque de moyens, puisque dans les différents items que vous voyez à l'écran, on voit que, alors c'est un sondage en 2020, donc il y a le Covid qui est encore très présent, mais finalement, le budget, la capacité à démontrer un ROI pour toutes ces activations, quand on part d'un principe que ces clients, ces prospects sont acquis, en fait, qu'il n'y a pas besoin d'investir pour les traiter et les adresser, c'est presque ça ce que dit pour moi cette slide au final. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Tout à fait. Alors maintenant, on va plus rentrer
sur Renault avec Romain. Donc, la première question qu'on a, c'est un petit peu par rapport à tout ça, tout ce qu'on vient d'introduire, comment Renault est organisé au niveau global. Alors, un petit peu de contenu par rapport à ça. Je te laisse la parole, Romain. Merci, Romain. Alors du coup, Renault Global, voilà, ce qui est un petit peu nouveau chez nous, quelque part, c'est ce qui n'est pas nouveau, c'est qu'on a plusieurs marques, mais ce qui est nouveau, c'est l'organisation qui va derrière. Donc on a aujourd'hui, en tout cas dans mon périmètre, moi, Renault France, 3 marques principales dont on a la charge, qui sont Renault, Dacia et Mobilize. Et l'entreprise, en fait, s'est structurée au niveau global autour de ces 3 marques en subdivisant finalement, en découpant l'organisation par marque. Donc ça, c'est quelque chose d'assez nouveau qui n'existait pas il y a quelques années, parce que il y avait une marque Renault qui était, on va dire, le cœur de l'activité, et puis on avait des marques qui étaient plutôt émergentes. Et puis Dacia aujourd'hui est une marque qui a pris beaucoup de poids sur le marché français, et puis dans le marché européen de façon plus globale. Et Mobilize est une toute nouvelle marque orientée autour des services que nous sommes en train de lancer, de faire monter. Donc du coup, voilà, on a besoin d'avoir des compétences très spécifiques pour pouvoir tirer le maximum du potentiel de chaque marque, et du coup, ça se traduit au niveau de l'organisation. Et par rapport à la first party data, tout d'abord, c'est la data des marques. Donc ça a un impact très fort là-dessus, puisqu'on l'écueil qu'on veut éviter, c'est de siloter finalement les assets data, et de faire en sorte que chaque marque traite sa data de façon complètement isolée, sans pouvoir bénéficier de l'ensemble de l'écosystème qui a été mis en place depuis de nombreuses années par le groupe Renault. Donc vraiment, ce qu'on veut faire, c'est à la fois pouvoir maximiser les assets data de chaque marque en mettant en commun toute la partie plateforme technologique et l'intelligence, l'algorithmie, et vraiment la compétence qui a été construite ces dernières années autour de ce sujet-là au sein du groupe, en le mettant vraiment au service de chaque marque, mais de façon à ce que chaque marque puisse vraiment tirer au maximum les bénéfices de ce socle construit. Donc c'est pour ça qu'en termes d'orga, il y a des équipes marques qui sont dédiées, et on a un socle transverse dont je fais partie, de compétences autour des métiers du digital, du CRM, de la data, de l'algorithmie, qui sont mis au service donc de l'ensemble des marques. Et donc nous, on sert ces marques-là, que ce soit au niveau du pays, comme moi, je fais partie de l'équipe Marketing France, mais aussi au niveau corporate, quelque chose qui est répliqué. Et donc ça, c'est un deuxième élément. On essaie aussi de plus en plus de mettre en place des synergies entre les pays, donc au niveau du corporate, entre le pays et le corporate, et entre les pays entre eux, de façon à ce que toute l'intelligence qu'on a pu créer et l'expérience qu'on peut acquérir en termes de use case sur un pays puisse servir à l'ensemble des pays. Donc voilà, on est vraiment dans une phase de mutation organisationnelle pour mettre toutes ces synergies en place. Donc, c'est hyper intéressant de voir qu'il y a une forme d'organisation data transverse. Moi, j'avais une petite question par rapport à ça. Est-ce que, bon, ça, on comprend que c'est nouveau, que c'est une ambition forte, etc., que la data, finalement, sert différents départements qui ont peut-être des exigences, des souhaits, des attentes différentes. Est-ce que aujourd'hui, cette collaboration entre pays, ou est-ce que tu dirais que vous êtes à la moitié du chemin, les 3/4 du chemin, au début de l'aventure, sachant que c'est des mouvements, des entreprises qu'on voit centraliser, décentraliser, mieux collaborer? Aujourd'hui, je dirais qu'on est plutôt au début de ces synergies, puisque nous, on a construit au niveau de la France un écosystème data très fort ces dernières années. Je pense qu'on a tiré parti du fait qu'on est pays marché au sein de la maison mère. Donc, forcément, on a des latitudes que d'autres pays, ou des moyens que d'autres pays ne pouvaient pas forcément avoir. On a construit vraiment tout cet écosystème, et ces use cases finalement assez précurseurs, peut-être, je pense, sur le marché français.
Aujourd'hui, on est vraiment à la phase où on se dit maintenant il faut qu'on puisse en faire bénéficier les autres pays. En parallèle, les équipes corporate se sont aussi structurées et ont mis en place un socle technique qui est ultra moderne et beaucoup plus performant. Et donc, on doit maintenant mutualiser tout ça de façon à ce que les stratégies qu'on met en place au niveau France, au niveau des marques, des business units et des marques, on puisse les décliner de façon complètement transversale et cross-play. Donc ça, c'est vraiment le chantier qu'on a amorcé cette année et qu'on va continuer les années suivantes. On va en reparler, mais c'est sûr qu'avec des enjeux GDPR ou autres, forcément, j'imagine qu'il y a une volonté parfois de contrôler un peu ce qui se passe sur plusieurs marchés, quoi. Est-ce que maintenant, tu peux nous parler peut-être un peu plus spécifiquement de Renault France, par rapport notamment à la first party et comment vous avez un peu réorienté votre sujet DMP que vous aviez Alors voilà, initié? si on parle de la transition, enfin du marché un petit peu de la third party data vers la first party data, moi je dirais cette transition, nous on l'a amorcée il y a bien longtemps. Enfin, on a commencé bien sûr par le prisme de la third party. Moi à l'époque j'étais dans les équipes médias et on a monté la première DMP, je pense que ça devait être en 2015. Et à l'époque, tout le monde parlait de third party data et de la manière dont on va pouvoir qualifier les audiences à travers voilà, toutes les données qui sont collectées dans les parcours digitaux. Donc, c'est par ce biais-là et par le biais du média qu'on a amorcé le sujet. Mais très rapidement, on s'est rendu compte que pour nous, une grande partie de la valeur, et aujourd'hui la majeure partie de la valeur, elle provenait plutôt de la valorisation de nos first parties, c'est-à-dire de nos données clients. On a très rapidement orienté notre DMP qui était à la base très partie vers la first party. C'est-à-dire que la connexion de toutes ces données digitales avec notre base de données, on va dire CRM, et donc par le biais de tout ce qui va être CRM onboarding et du matching entre données offline et online, c'est par ces use cases-là finalement qu'on a très rapidement pu rentabiliser l'investissement autour de la DMP. Et donc, ce sont les prémices, je pense, des nouvelles solutions aujourd'hui qu'on voit sur le marché, dont on parlera plus tard autour des CDP. Mais ça, c'est quelque chose dont on se rend très rapidement compte. Et donc, on a développé de nombreux use cases autour de ça depuis déjà plusieurs années. Donc, je dirais que pour nous, c'est pas quelque chose de foncièrement nouveau. Je pense que là-dessus, c'est une réussite qu'on a parce que on a vu beaucoup d'acteurs sur le marché finalement échouer dans la mise en place de DMP parce que la difficulté à trouver les leviers de rentabilité de l'investissement, c'était des solutions qui coûtaient très cher à l'origine. Et donc, si on n'arrive pas à mettre en place un use case très rapidement où on peut démontrer le ROI, c'est compliqué toujours à justifier auprès du management dans les grosses entreprises. Donc, nous, c'est là-dessus vraiment on a pu trouver le levier de rentabilité, quoi. On recommande souvent, nous, États, de commencer les choses par les use cases. Bon, tout le monde le dit, tout le monde ne le fait pas. Et c'est intéressant de voir que vous avez fait ça. Je pense que d'autres ont fait le même chemin. C'est vrai que vous avez des millions de clients et des gros budgets médias, donc forcément, l'un et l'autre se rejoignent un peu, comme tu vas nous l'expliquer plus en détail après dans les use cases que tu vas présenter. Alors, maintenant, ce qui pouvait être intéressant de partager, c'est de voir un peu quelles métriques, surtout, vous suivez au quotidien. Évidemment, tu ne vas pas forcément rentrer dans le détail de chaque métrique. Déjà, c'est des données qui vous sont propres et puis ça serait trop long aujourd'hui. Mais on avait un petit peu à cœur de partager ce funnel dont tu vas nous parler plus en détail. Voilà, donc ça, ce funnel, je pense que tout le monde le connaît. Enfin, c'est un funnel vraiment très classique. Donc là-dessus, on n'a pas réinventé les choses, mais c'est juste pour dire que on suit vraiment, on essaie de mesurer vraiment les actions qu'on mène et l'impact de nos use cases autour de la first party data sur ces 3 items. Donc, le awareness, et selon les objectifs de chaque marque. Donc, ils vont être plutôt tournés autour de l'awareness pour les marques plutôt émergentes, plutôt sur la conversion pour les marques déjà bien installées, même si on suit ensemble. Donc, voilà, ça va de façon très classique des études de notoriété, des baromètres sur toute la partie image de marque. Sur la partie engagement, ce qu'on va mesurer, essayer de valoriser, c'est bien sûr, dans le business automobile, il y a la notion de lead qui est très importante. Donc, c'est comme ça qu'on va valoriser l'apport de business au réseau.
mais pas que. On essaie de plus en plus de valoriser les parcours où il n'y a pas de lead, c'est-à-dire où il n'y a pas de formulaire rempli, où il n'y a pas de captation de données clients, parce que c'est quand même la majorité des parcours. Et pour ça, c'est là où on va y revenir tout à l'heure, mais la first party data est hyper importante pour ça, parce qu'on a besoin de pouvoir démontrer l'impact business concret de ces actions-là et de ces signaux qui sont déposés tout au long du parcours client. Et sur la partie conversion, le point que je voulais souligner, c'est ce qui est en titre, c'est que on a mis from volume to value. Ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment un des claims de Luca Demo, notre CEO, autour du plan stratégique Renolution. Donc, c'est vraiment l'ambition de l'entreprise, c'est de passer d'une logique de volume à une logique de valeur, de création de valeur. Et donc, nous, la manière dont on décline ça, c'est comment j'arrive à démontrer la valeur au sens valeur héroïste et au sens, on pousse ça jusqu'à la contribution à la marge de toutes nos actions. Donc, pour pouvoir démontrer comment tel use case va apporter de la marge pour l'entreprise, apporter de la valeur, il faut qu'on puisse réconcilier tout le parcours de l'exposition use case jusqu'à à la création de chiffre d'affaires, à la création de marge, qu'on rationalise ça. Derrière aussi, dans le pilotage, dans les algorithmes aussi d'optimisation, c'est des choses qu'on est en train d'intégrer, dans les objectifs, dans les algorithmes d'optimisation média, qui permettent maintenant de pouvoir pondérer chaque action, chaque touch point et chaque signal laissé par le client au prisme de ce que ça peut pouvoir signifier en termes de marge opérationnelle pour nous. Oui, les gens qui nous regardent ne le savent peut-être pas, mais enfin, s'ils le savent, mais vous n'êtes pas un e-commerçant et vous avez forcément plus de complexité finalement à mesurer le ROI. Et ça, c'est quelque chose dans l'automobile qui n'est pas nouveau. Mais quelque part, le fait que vous ayez pris les devants sur cette active first party, que vous avez cherché des moyens en fait d'attribuer, des moyens de mesurer, fait que vous arrivez à vous rapprocher, si ce n'est à être complètement rectiligne, d'un funnel d'e-commerce. En tout cas, c'est l'idée directrice, c'est ça? Voilà, pour nous, le funnel e-commerce qui peut paraître naturel, je ne sais pas si parmi l'audience, il y a beaucoup d'e-commerçants, ça peut paraître bateau, mais pour des acteurs comme nous, qui sommes par essence digital, comme on décrit nous-mêmes, où finalement les parcours et une partie de plus en plus grande du parcours client se passe online, sur le digital. Pour autant, l'acte d'achat, la transaction, finalement, elle est toujours dans le monde physique, donc en concession, même s'il y a de plus en plus d'initiatives autour du e-commerce dans l'automobile. Voilà, on ne peut pas dire que ce soit une grande partie du chiffre d'affaires des constructeurs automobiles qui soit encore généré dans l'univers, directement sur l'univers online. Donc aujourd'hui, mesurer le ROI, pour nous, c'est un vrai problème. Enfin, c'est un vrai problème dans le monde automobile. Et nous, on essaie d'apporter des solutions grâce à la first party. Et on a réussi à le faire, ce qui nous a permis, je pense, d'aborder ce sujet-là de façon très tôt, finalement, par rapport à, je pense, à la maturité du marché sur le sujet, quoi. Super intéressant. Maintenant, on va illustrer un peu avec quelques use cases. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque use case, mais quand même un peu, avec quelques KPI, quelques mécaniques. Premier use case, tu veux parler du versionning? Voilà, donc parmi les use cases qui illustrent un peu la valorisation qu'on peut faire de la first party data, donc on a bien sûr notre asset principal, ça va être notre base de données client, enrichie des sources externes qu'on peut avoir sur le marché automobile. Donc il y a des données qui existent sur le marché auto qui sont assez spécifiques, qui permettent d'aller au-delà de notre propre base client, mais aussi de pouvoir collecter des données sur les prospects et sur les clients de marques concurrentes, par exemple. À partir de l'ensemble de ces données, faire une segmentation, c'est quelque chose qui est assez classique finalement. Mais nous, on l'a vraiment travaillé de façon à ce que ça puisse servir la personnalisation du parcours client. C'est pas juste du ciblage, ça permet aussi d'aller adresser le message en fonction de différents critères qu'on a identifiés. Ça, on peut appeler data scientist, qui nous permettent de mettre en évidence des
des facteurs explicatifs des comportements d'achat. Donc, comment j'explique le fait que telle personne va plutôt acheter tel type de véhicule ou tel autre type de véhicule? Quel est vraiment son besoin qui est derrière? Et donc, qu'est-ce qui va lui parler en termes de message? Ça, c'est une logique qu'on peut appliquer uniquement pour faire du ciblage, pour dire je vais adresser le bon modèle à la bonne personne, parce qu'on a quand même une gamme assez large, donc on doit faire cohabiter différents modèles. Donc, c'est toujours assez compliqué pour nous de vraiment découper nos audiences pour qu'il n'y ait pas trop d'overlap, pour qu'on ne sursollicite pas les clients avec des pubs sur l'ensemble de nos modèles, surtout qu'on a une prestation média quand même. Média et pas que médias d'ailleurs, tous canaux, même CRM, très importante. Donc, il y a un vrai enjeu de ne pas sursolliciter la base. Et donc, quand on communique, d'y aller avec le message qui soit le plus percutant avec les bons arguments. Donc, ça, c'est vraiment, je dirais, la première valorisation de l'asset first party pour nous. C'est vraiment adresser le bon message. Et pour ça, il faut qu'on soit capacité d'identifier qu'est-ce qui va parler. Qu'est-ce qui va parler? Ça va être, en gros, ça va se faire écho à pourquoi j'achète moi ce véhicule-là et pas tel autre. Donc, il faut qu'on ait l'argument qui fasse mouche là-dessus. Et ça rejoint aussi ce que tu disais en intro, c'est-à-dire que l'attention, le marché de l'attention est tellement sursollicité, saturé aujourd'hui pour tout le monde, que si on arrive avec différents messages, mais finalement, dont la moitié qui ne sont pas pertinents, ou si on a très peu de chances de vraiment toucher le client et de capter son attention. Donc, il faut qu'on maximise ça. Et donc, pour moi, la first party, elle est clé là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a mis en place ce schéma-là et qu'on a aussi mis en place la capacité de création avec les équipes CRM qui travaillent sur le sujet, de création pour pouvoir vraiment décliner à chaque fois dans nos campagnes différentes versions de créa en fonction de différentes populations, différentes cibles pour pouvoir être plus percutant. Et donc, ça se traduit aujourd'hui. Il y a plusieurs KPI qui montrent l'efficacité. On en a choisi un, mais aujourd'hui, on peut mettre en avant un impact très significatif sur les taux de clics dans nos créas. Alors, on ne parle pas de taux d'ouverture parce que l'email, ce n'est pas forcément toujours très significatif. Mais sur les taux de clics, on pense que c'est le bon KPI pour regarder est-ce que ce qu'on met dans le message, ce qu'on met dans l'email, ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a la capacité de dire que oui. Ça, c'est vraiment grâce au travail autour de la first party. Alors ça, c'est un peu une question qui me vient en t'écoutant. Pour avoir pas mal aussi, moi, travaillé avec des constructeurs auto. Là, tu es sous un prisme commercial, renouvellement de véhicules. Tout à l'heure, tu parlais un peu d'expertise transverse en introduction. Est-ce que sur ce type de message, vous avez parfois des arbitrages? Alors, je ne pense pas que ça se présente comme ça, mais c'est un produit à faible fréquence d'achat à l'auto. Donc, est-ce que tu arbitres entre parler d'entretien, par exemple, ou parler d'un renouvellement? Est-ce que ce genre de questions ou ce type de raisonnement s'applique ou pas du tout, puisque finalement, là, tu nous présentes un prisme où tu as déjà identifié que c'était des personnes en renouvellement ou avec une appétence, enfin avec voilà. Est-ce que ce genre de raisonnement client unique, mais une potentialité de multi-offre se présente ou peut-être pas du tout? Alors oui, complètement. On a des programmes qu'on appelle Life Cycle qui sont censés adresser l'ensemble des phases du parcours client. Donc, effectivement, de l'avant-vente à l'après-vente jusqu'au renouvellement. Là, sur cette question du versionning, je parlais essentiellement du renouvellement, mais évidemment, on a d'autres use cases qui sont censés adresser les moments clés du parcours de la vie client, et on a différents scores aussi en complément du travail de segmentation. On a ces scores-là, en l'occurrence, qui nous permettent d'identifier au sein de chaque segment de prospect quels sont les clients qui vont être vraiment en phase de renouvellement. Évidemment, c'est vraiment des... Non, mais qui est un challenge sur un cycle de renouvellement relativement long et qui est très différent pour le coup des commerçants, si nous regardent, qui eux sont sur des fréquences d'achat théoriquement, en tout cas, beaucoup plus intenses, quoi. D'où le travail un peu spécifique et chaque client a beaucoup de valeur pour vous, quoi. Donc, vous pouvez investir dessus, etc. Merci beaucoup. Donc, deuxième use case, on est plus sur l'optimisation de points de contact, ou là où on travaille ensemble notamment.
Oui, alors là, en fait, ça fait exactement écho à ce que tu viens de dire sur le use case précédent, c'est-à-dire comment j'identifie mes clients en phase de renouvellement pour pas sursolliciter. Encore une fois, toujours dans une logique d'expérience client, hein. Donc, comment je fais en sorte de ne pas sursolliciter ma base et de leur communiquer vraiment au bon moment et quand c'est pertinent pour eux. Donc là, on travaille avec vous depuis de nombreuses années sur la qualification, l'identification et la qualification des signaux chauds qu'on peut collecter sur les parcours digitaux. Alors, la première étape, c'est déjà de mettre en place pour nous un scoring sur nos environnements digitaux qui permettra de qualifier la chaleur des users qui passent sur nos environnements, sur nos sites, et l'intérêt, voilà, qualifier la chaleur, le niveau de chaleur et le type d'intérêt, le véhicule d'intérêt. Est-ce que c'est un intérêt VN, VO, après-vente? Est-ce que c'est plutôt pour une Clio, une Twingo, etc. Donc ça, c'est VNVO, vraiment... hein, voiture neuve, voiture d'occasion. Ouais, On est dans le jargon, mais mais effectivement, voilà, donc le type de business qu'on a chez nous qui peuvent aller de la vente de véhicules neufs à la vente de véhicules occasion et après-vente. Donc ça, c'est hyper important de pouvoir identifier très précisément ce qui est venu chercher la personne sur nos sites et quel type de modèle. Donc là, voilà, Zeta, on a mis en place avec vous des scores assez poussés qui permettent donc d'identifier ces différents niveaux de chaleur et niveaux d'intérêt. Et ensuite, grâce à la réconciliation qu'on est capable de faire avec les données CRM, on va pouvoir finalement identifier, avoir une mine de données en fait, avec des signaux beaucoup plus chauds que ce qu'on a traditionnellement en CRM. CRM, habituellement, on a des données vraiment très froides. Donc on est capable d'estimer un renouvellement sur des degrés de précision qui peuvent varier de quelques mois, 6 mois, 1 an, parce que c'est très compliqué d'estimer précisément, même sur la base d'un historique de possession de véhicule, à quelle date précisément la personne va renouveler, hormis si un contrat de financement, choses comme ça, mais voilà. Mais sinon, c'est assez compliqué. Et là, vraiment, ce que ça va apporter, c'est qu'on va pouvoir détecter des signaux beaucoup plus chauds, beaucoup plus frais, pour pouvoir prendre contact vraiment au bon moment, sur le bon canal, en fonction des retours aussi qu'on a de la personne sur, à chaque fois qu'on communique avec elle sur un des différents canaux CRM. Donc ça va nous permettre aussi de personnaliser l'expérience sur site, déclencher des éléments contextuels sur nos sites pour pouvoir essayer d'engager et d'inciter la personne à prendre contact. Donc ça, c'est aussi des choses qui fonctionnent très, très bien. oui, alors en termes de stats, voilà, si tu veux partager rapidement les résultats. Voilà, donc l'idée derrière ça, c'est de ne pas forcément s'adresser aux personnes qu'on va identifier comme plutôt froides, même s'ils laissent des signaux. On va attendre qu'il y ait suffisamment de signaux pour, encore une fois, pas sursolliciter, vraiment s'adresser qu'aux prospects les plus pertinents. Et on a des taux, effectivement, d'uplift qui sont très significatifs, entre x4, x5, selon qu'on s'adresse à des clients, des prospects. D'ailleurs, là, voilà, le plus important, c'est sur des gens qui ne sont pas forcément captifs de nos marques, où là, c'est encore plus critique de s'adresser au bon moment parce que forcément, nos clients sont toujours plus réceptifs aux communications. Ce n'est pas le cas vraiment des gens qui ne sont pas forcément clients chez nous. Donc là, c'est vraiment encore plus important de cibler le bon moment et le bon message. Je trouve ça vraiment intéressant, c'est pas parce que c'est avec nous, mais ça montre quand même une approche un peu globale de la first party. Donc c'est top, quoi. Troisième use case, dit repos. Voilà, alors ça, c'est une terminologie. Alors, je ne sais pas si c'est partagé cross-industrie. Enfin, je crois que sur le marché auto, ça parle, mais peut-être pas non, au sein d'autres. Tous ceux qui ont des points de vente voilà, ont dû l'entendre une fois. Voilà, les retailers comprendront ce dont on parle. Donc, c'est vraiment ce que j'évoquais tout à l'heure. Donc, la notion de research online, donc c'est tout le parcours. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, une majeure partie du parcours, croissante du parcours qui se passe online. On sait qu'auparavant, en concession, les gens faisaient plusieurs visites en concession avant de prendre une décision d'achat automobile. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait beaucoup plus à la maison, sans ses propres recherches. Il y a tellement de sources d'informations que finalement, la visite en concession, elle
elle est finalement atteinte qu'à la toute fin, au moment où la décision est quasiment prise. Donc, effectivement, on a besoin, nous, pour pouvoir valoriser et comprendre quels sont les signaux qui sont déterminants dans le parcours d'achat et quels sont ceux qui ne le sont pas. On a besoin de pouvoir réconcilier ça avec nos ventes. Et donc là, c'est quelque chose qu'on a pu mettre en place grâce à notre DMP, grâce à nos partenaires, notre boarding, etc. Cette réconciliation et voilà, les chiffres là, qui sont là sont des chiffres qui sont sur une période de temps donnée, mais qui donnent une idée de ce que ça nous permet de faire. Donc, ça nous permet de savoir quel est le pourcentage de nos ventes qui ont été exposées à nos assets digitaux, à nos campagnes, à nos sites, à nos environnements web. Et ça nous permet de comprendre beaucoup mieux aussi dans le détail quels sont les signaux qui vont transformer et à quelle hauteur ils vont transformer. C'est ça derrière qui va nous permettre de faire ce que je disais tout à l'heure, le calcul de quelle est la marge induite derrière par chaque action. Ça nous permet vraiment de comprendre tel signal qui est laissé par client, comme par exemple, je fais un configurateur, quel est le taux de transformation qui est derrière. Donc, la valeur de cette action, finalement, et derrière, d'optimiser là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour nous et qu'on travaille depuis plusieurs années grâce à nos données, à nos partenaires et notre écosystème data. Super intéressant. Maintenant, de façon un peu plus globale, est-ce que tu peux nous dire un mot sur tes prochains défis, que ce soit techno, organisationnel, par rapport à la first party data? Alors, les prochains défis, donc déjà sur la partie organisationnelle, comme je l'ai dit en introduction, on se doit d'arriver à servir l'ensemble des marques de façon desservir aussi bien toute l'une que l'autre sans dévaloriser ou défavoriser une marque par rapport à l'autre, tout en mutualisant les ressources. C'est-à-dire qu'on va avoir ce challenge-là d'arriver à mettre en commun un écosystème qui puisse servir l'ensemble des marques et qui ne soit pas drivé par les problématiques d'une marque plutôt qu'une autre. Et donc, du coup, avec des degrés de maturité sur le digital et de capacité finalement à mettre en place des use cases qui sont différents, puisqu'on a des marques qui sont naissantes où on part from scratch, donc c'est peut-être plus facile finalement de mettre en place des choses directement sur le digital, et d'autres qui ont un historique très plus important, beaucoup plus lourd, et donc sur lesquels mettre en place des use cases peut être aussi plus compliqué. Donc vraiment comment recréer, comment mutualiser tout cet écosystème de façon transversale, ça c'est le premier défi qu'on a nous en interne. Sans dupliquer aussi la compétence pour on n'est pas recréer des silos. On veut absolument éviter de recréer les silos qui pouvaient exister par le passé et casser ces silos aussi entre pays et comme je disais en intro. Donc ça c'est le premier défi sur lequel on travaille beaucoup et on est très occupé. Le deuxième, donc ça c'est, je pense, des choses qui vont parler plus de façon plus générale à tout le monde. C'est nos études aujourd'hui nous disent que les clients sur le marché automobile, mais je pense sur d'autres industries, une des premières attentes, c'est d'avoir une expérience sans couture, vraiment tailor-made, avec la personnalisation, ça doit être vraiment au cœur de l'expérience client. Les gens n'ont pas envie de devoir répéter les mêmes informations X fois à différentes étapes de leur parcours client. Ils n'ont pas envie que quand ils ont laissé une information de façon volontaire à la marque, ils n'ont pas envie que ce ne soit pas pris en compte dans la suite de leur parcours. Ils ont envie qu'on leur propose des choses pertinentes. Ils ont envie qu'on leur propose des choses qui soient en lien avec leurs besoins et avec leurs moyens. Donc ça, c'est vraiment une attente hyper forte sur le marché automobile. Et en face, on a aussi le challenge lié aux évolutions de la data privacy. Il y a cette volonté toujours de la part des clients d'avoir des données qui soient très protégées, qui soient la privacy, que leur vie privée soit respectée, qui sont en maîtrise finalement
les données qu'il laisse et qu'il autorise la marque à exploiter finalement. Et donc ces deux tendances-là, ces deux attentes clients, elles sont parfois, enfin, elles peuvent paraître un peu contradictoires. En tout cas, elles posent des questions parfois sur la manière dont on travaille au marketing. Aujourd'hui, on doit les concilier et on doit faire en sorte que finalement, qu'elles ne soient pas contradictoires. Pour moi, voilà, ça passe par voilà, ce parcours sans couture qui soit perçu par un client. Il faut que le bénéfice, il faut que le client soit en maîtrise de ses données, de ce qu'il laisse, mais il faut pour pouvoir l'inciter à finalement nous confier ces données, il faut qu'il en comprenne le bénéfice. Et aujourd'hui, je pense que c'est le grand problème. Pourquoi il y a tellement de sujets autour de la data privacy et de tensions parfois entre les marques et les clients, c'est parce que les clients parfois ne sont pas conscients de collecter la donnée. Ils ont l'impression que c'est collecté à leur insu et surtout ils ne comprennent pas pourquoi on les collecte et ils ont l'impression que voilà, on leur vole leurs données pour des utilisations malveillantes ou enfin, au pire malveillantes ou Oui, mais à des fins de sursollicitation. Enfin, ils ont l'impression d'être sursollicités de façon non pertinente. Donc vraiment, c'est là où on doit changer. Donc le contexte global autour de la réglementation va faire de façon de facto évoluer. Les adblockers, ça c'est une des conséquences. Participe un peu enfin, il y a des slides comme ça un peu adblocker, GDPR, risque, etc., qui montrent que oui, aujourd'hui, enfin, tu dois être pertinent au niveau contenu, techno, en fait. Et c'est pas si simple. On l'a vu dans l'introduction d'ailleurs. Mais c'est pas si simple, mais les évolutions en cours sont très vertueuses dans ce sens-là. De toute façon, la GDPR va nous permettre avoir déjà deux impacts. Déjà, redonner le contrôle de la donnée au client. Donc déjà, ça c'est le premier élément essentiel. Deuxième élément, c'est que ça va induire une raréfaction de la donnée. Donc forcément, la valeur de la donnée va s'accroître de façon exponentielle là dans les années qui viennent, quand on n'aura plus de third party, quand on n'aura plus de cookies. Donc le volume va forcément décroître de façon drastique. Donc mécaniquement, la valeur des données que le client sera prêt à laisser va exploser. Et donc, ça va redonner le pouvoir au client. Et ça va obliger finalement les marques comme nous à réinventer les use cases de façon à ce que le bénéfice perçu par le client de chaque use case justement soit bien perçu, quoi. Si ce n'est pas le cas, on aura très peu de données. Et l'écueil qu'on veut éviter, c'est que voilà, on se retrouve avec une peau de chagrin en termes de données et que du coup, on ne puisse plus maintenir des use cases suffisamment volumineux pour être finalement intéressant pour la marque et pour le client. Donc, il faut qu'on arrive absolument à réinventer ces use cases autour de ça, pour trouver les touch points, multiplier les touch points et les bénéfices clients autour de la collecte de données pour que finalement, voilà, ce soit lui qui soit en maîtrise de ça, soit lui qui décide de nous confier ces données et que nous, en tant que marque, on puisse le lui rendre avec une expérience vraiment sans couture, vraiment personnalisée. Donc, dans ce sens-là, ça introduit là où on voulait potentiellement revenir, mais c'est vrai que là, on est en train de mettre en place des réflexions là, très poussées en ce moment sur les outils. On a créé tout notre écosystème d'outils autour d'un univers finalement qui était très différent, qui était celui des third-party cookies, etc. Très média, très orienté autour du volume et peu de la valeur. Et vraiment, on fait ce switch-là aussi, pour moi, à ce niveau-là de la first-party data, parce que les nouveaux outils qui arrivent sur le marché, comme les CDP, ça doit nous permettre, ils sont faits pour ça, de mieux valoriser cette donnée client, d'aller beaucoup plus dans la compréhension et la réconciliation de tous ces parcours à travers l'ensemble des canaux et dans ce côté one-to-one, quoi, finalement. La third party data, ça se voulait one-to-one, mais finalement, ça n'était pas tant que ça, c'était quand même des grosses masses. Là, on va devoir rentrer. Voilà, on traque des groupes et on essaie de leur donner un comportement commun, quoi. Là, on va devoir rentrer là-dedans. Et donc, ces outils-là, ça va nous permettre aussi d'aller beaucoup plus loin dans les logiques de test and learn. Aujourd'hui, mettre en place les use cases, c'est quelque chose qui nous demande beaucoup de temps,
beaucoup de temps et de ressources financières, mais aussi humaines. C'est pour ça que les notions de people, finalement, est très importante aussi. On a cette contrainte, on ne peut pas multiplier non plus les équipes à outrance, donc on va devoir trouver les bonnes compétences, mais les mixer avec les bons outils pour pouvoir mettre en place ces logiques de test and learn de façon beaucoup plus simple pour vraiment tester ce qui marche ou pas auprès du client, quoi, et avoir des retours beaucoup plus rapides. Parce que on n'aura plus le volume pour pouvoir le faire. On n'aura plus la notion. Aujourd'hui, on peut avoir des retours assez rapides parce qu'on a tout de suite, avec la partie, on a des volumes très rapidement. Donc, même si ce qui se prend du temps à mettre en place, on a un retour rapide et on a un ROI qui est significatif grâce au volume. Demain, on aura plus de volume, donc il faudra pouvoir quand même tester des choses sur des petits volumes beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Il ne faudra pas qu'on ait des mois et des mois à mettre en place les use cases. Il y aura une notion de c'est là où time to market et d'industrialisation, de productivité. Donc c'est là où le stack vitesse, technologique va rentrer en jeu et les nouveaux outils comme les CDP doivent nous permettre effectivement de faire tout ça de façon plus fluide. Voilà. Bah, super, merci beaucoup Romain. Alors CDP, on a prévu une petite ouverture plus Zeta sur la CDP. Donc ça renvoie un peu à ce que tu as dit. En fait, c'est des challenges qui sont traités par une CDP au niveau global. C'est l'identité. Donc, je pense qu'on a assez parlé, mais c'est tous ces touch points, c'est une connexion mobile, un hit sur mon site et une transaction. Enfin, réussir en fait à réconcilier tout ça dans un outil. Après, étendre ça, l'enrichir, que ce soit par des calculs d'agrégats, de scores, voilà, d'autres types de matchs, si tu as de la donnée third party que tu peux réconcilier. Et un peu, ça renvoie à ce que tu viens de dire, hein, personnaliser les expériences, temps réel, façon agile, etc. Alors, tout ça, c'est un petit peu c'est pas nouveau, hein, mais c'est des outils qui arrivent à maturité aujourd'hui. Pour l'illustrer un petit peu, on voulait juste montrer à quoi ressemble en fait une vue d'un profil dans notre plateforme, mais ça pourrait être une autre. Et oui, il y a plusieurs identifiants, il y a des courbes d'intérêt, de lifetime value, il y a des scores, il y a des dernières interactions. Rien que ça, pour moi, ça illustre quand même une forme de complexité. Et là, c'est la quintessence, c'est juste le résultat fini. Mais derrière ça, il y a différents identifiants qui sont matchés ou réconciliés. Il y a des sites web qui sont traqués, il y a des SDK avec des apps, il y a des scores qui peuvent être produits par la marque, qui peuvent être produits par le prestataire. Il y a pas mal de choses, en fait. Donc, c'est quand même intéressant parce que ça renvoie un petit peu à tout ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant. Après, voilà, on a besoin aussi d'agilité dans les flux de données parce qu'il y a des nouvelles sources qui peuvent s'ajouter. Il y a besoin de distribuer aussi la donnée. Donc, il y a des features un peu de data flows, channel management. Je dois envoyer de la donnée à un call, mais je veux aussi récupérer ce que ce call a dit, etc. Donc, il y a tout ça qui rentre un peu en compte aussi. Et puis, je vais terminer, puisque l'idée, ce n'était pas de faire du placement produit dans ce webinaire, pas du tout. Il y a ce qu'on appelle, nous, des activation templates, voilà, qui sont des activations d'expérience qui peuvent être templatisées ou qui peuvent être créées de façon custom. Où, en fait, c'est tout simplement des parcours clients, mais qui sont visibles par une interface, via une interface, plutôt que par tes équipes qui le font aussi, mais peut-être de façon manuelle ou peut-être sans avoir la cascade de métriques entre chaque étape où ils l'ont, mais chacun a un bout. Donc, ça permet aussi de diffuser un peu, partager le savoir dans l'entreprise. Voilà un petit peu pour le côté ouverture sur la CDP, qui est une approche parmi d'autres. Merci beaucoup, Romain. Merci de ta participation. Merci, Romain. Celle-là, je pense que Mathilde doit être en pour les questions. Merci beaucoup. On n'a pas eu de questions en live qui ont été posées. Après, j'ai évidemment écouté le webinaire avec vous. Je pense que c'est particulièrement intéressant pour les personnes qui nous ont écoutés d'entendre les différents use cases que tu as pu présenter, notamment de se rendre compte que dans une entreprise comme Renault, sur laquelle on a des cycles d'achat qui sont beaucoup plus longs que ce qu'on rencontre
nous, en tout cas, en tant que Taniclou, chez nos clients, qui sont plus souvent des commerçants, des retailers, etc., c'est vraiment intéressant de se rendre compte, et c'est des témoignages qu'on a reçus dans les différents webinaires du coup de cette série, de se rendre compte qu'en fait, la first party, ça concerne on va dire, tous les annonceurs, tous les gens qui sont en B2C, quel que soit le cycle d'achat, quelle que soit la longueur du cycle d'achat, on a eu des retours de promoteurs immobiliers qui utilisent de la first party data. Donc, c'est vraiment intéressant de se rendre compte que le scope dont on parle, ça concerne vraiment tout le monde. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin, Romain, un message que tu veux passer, par exemple. Non, mais quelque chose à retenir sur les différents use cases que tu as évoqués, savoir peut-être celui qui a eu le plus d'impact et qui semble le plus important pour toi, ou les sujets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui qui sont pour toi prioritaires, pour avoir un petit mot de la fin. Non, mais enfin, en mot de la fin, voilà, moi, je trouve que finalement, le sujet de first party data, c'est vraiment un sujet qui paraît vraiment assez naturel, quoi. C'est vraiment la donnée des marques, c'est notre propre donnée. Donc, c'est quelque part un retour à quelque chose qui aurait toujours dû être une priorité. Donc, quand on dit, voilà, pourquoi on s'y intéresse que maintenant, heureusement, enfin, nous, je pense qu'on voilà, on a commencé à s'y intéresser il y a quelques années, mais c'est vraiment un sujet qui doit être au cœur des préoccupations de chaque marque, puisque c'est vraiment la valeur de chaque marque qui est derrière, c'est l'actif de chaque marque. Donc évidemment que toutes les marques s'y intéressent et vont s'y intéresser de plus en plus, puisque demain, ce sera essentiellement ça, ce qui pourra rester en termes de data. Une fois qu'on aura moins de third party, moins de volume, etc., il restera essentiellement ça. Mais in fine, même dans un monde actuel avec tout le volume de data qu'on a, finalement, c'est à travers ça qu'on génère plus de valeur. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est nos clients, c'est là où il y a le plus à tirer finalement. Voilà. Ouais. Et je pense aussi, tu me diras si tu es d'accord, mais je pense qu'effectivement, les first parties, du coup, aujourd'hui, vont devenir de plus en plus centrales dans les organisations, et la qualité et la quantité aussi de ces data vont augmenter avec le temps, avec les objets connectés, le fait de vendre des solutions plutôt que des objets. On voit les portables, les télés, aujourd'hui, elles sont connectées, on se connecte au service, et du coup, les fabricants même de vendeurs d'objets, par exemple, peuvent collecter aussi des données, et du coup la qualité et la quantité des first party data augmentent, et je pense que ça va, du coup, les usages et la façon d'utiliser la donnée va peut-être basculer des third party aux first party, mais la capacité à faire de la personnalisation, à engager sur des parties clients personnalisés sera peut-être faite différemment, mais ça pourra toujours être faite par l'utilisation de ces données-là, qui va évidemment être centrale, et que l'existence de CDP, d'outils qui permettent de collecter et d'activer cette donnée-là, rend aussi possible de nouveaux use cases. Complètement, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut vraiment pas retomber dans les travers qui ont pu être ceux de la third party, il faut que l'utilisateur soit en maîtrise, quoi. Donc ça, je pense que c'est le vrai enjeu. Hein. Il faut vraiment que ce soit les personnes, les individus qui donnent eux-mêmes la donnée, qui la confient aux marques en contrepartie de quelque chose, et que la marque donne cette contrepartie-là, quoi. Que ce soit pas juste dans un sens. Il faut qu'il y ait vraiment un échange entre le consommateur et la marque. Et donc, effectivement, même si les points de collecte vont se multiplier, peut-être, in fine, on va se retrouver avec des volumes importants, il faut vraiment garder ça en tête, et c'est ce que ça doit nous apprendre, ce switch, toutes ces ce nouveau cadre juridique avec la GDPR, et ce switch vers la valeur que peut créer la first party, ça doit être vraiment orienté autour de cet échange win-win entre le client et la marque. On faut vraiment rester dans cette logique-là, je pense. Oui, je suis d'accord avec toi, et c'est du coup un aspect qui est profondément, je pense, différenciant par rapport à ce qu'on a pu connaître avec les third parties pendant la dernière décennie, où du coup, côté utilisateur, on pouvait avoir l'impression qu'on ne savait pas d'où venaient ces données, quand est-ce qu'on les avait données, etc. Dans l'utilisation des data first party, la collecte et le consentement sont au cœur de ça. On a une question qui est arrivée qui nous demandait qu'est-ce que tu entends exactement par marge contributive. Je pense que c'est une notion qu'on a
qu'on entend personnellement, que j'entends pas souvent. Et la personne, je pense, se demande exactement de quoi, peut-être comment c'est calculé, de quoi est-ce qu'il s'agit et comment vous vous y prenez pour l'évaluer. Alors, nous, l'idée qui est derrière ça, c'est de se dire, voilà, on essaye de créer des parcours qui vont être cross-canal, multi-touchpoint, etc., au cours desquels le client va laisser de plus en plus de signaux parce qu'on crée de plus en plus de services et de fonctionnalités en ligne, notamment à travers les applications ou autres. Et du coup, c'est toujours compliqué. Ça demande beaucoup de développement. En fait. La création de ces parcours-là, les assets digitaux qui vont avec, les fonctionnalités du site qui permettent de créer ces services, coûtent beaucoup de temps de développement, etc. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir mesurer à quel point ça contribue à la rentabilité finalement de la marque. Et donc, pour faire ça, on a besoin de mesurer à chaque étape quelle est la part finalement des clients, in fine, enfin, de gens qui achètent nos véhicules, qui vont utiliser ces fonctionnalités. Et finalement, qu'est-ce que ça veut dire dans le parcours d'achat? Est-ce que c'est quelque chose qui est très utilisé, donc ça veut dire très utile dans le parcours d'achat, et donc qu'on peut valoriser à travers, voilà, qu'on sait que par exemple quelqu'un qui va exploiter telle fonctionnalité du site, c'est quelqu'un qui a telle probabilité de chance de faire un achat derrière. Et donc, nous, l'idée est de traduire cette probabilité en chiffre d'affaires et en marge finalement, c'est-à-dire qu'on va pondérer ça par la marge qu'on peut espérer en fonction du modèle qui est considéré, en fonction de la marque, en fonction du produit. Voilà, essayer d'estimer quel est le niveau de marge derrière pour pouvoir optimiser derrière tout ça et se dire que tous les points de contact n'ont pas la même valeur. Et quand on va optimiser nos campagnes, on va pondérer cette valeur créée par la campagne, on va mesurer la valeur créée par la campagne en fonction de l'ensemble de ces points-là, pondérés par les calculs de marge. Est-ce que vous avez identifié que certains points de contact, alors c'est peut-être une vue de l'esprit, hein, mais contribuent plus fortement à certains modèles, enfin entre guillemets, sachant qu'un modèle a une marge, une Clio n'a pas la même marge qu'un SUV, enfin je ne connais pas bien la gamme, mais est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose que vous avez identifié, de dire, voilà, c'est ce genre de modèle a plutôt des touchpoints ABC, et ce genre de modèle a plutôt des touchpoints DEF, quoi. Enfin, j'exagère un peu. Oui, alors là, on est au début, donc pour l'instant, on est en train de mettre en place ça de façon… voilà, on pondère par, effectivement, selon la valeur générée pour nous par chaque modèle. Donc, effectivement, on n'aura pas le même impact si on tel touchpoint, si on parle d'une Clio, d'un espace. Après, l'analyse des parcours, oui, met en évidence différents comportements. Mais c'est surtout au niveau de comment je valorise mes actions et comment je ne mets pas tous les touchpoints sur le même plan. C'est vraiment là-dessus où on essaie d'avancer dans notre métier. Et pour essayer de résumer, je pense que la plupart des annonceurs ont l'habitude de mesurer l'impact de leurs actions marketing sur leur contribution au chiffre d'affaires global. Ouais. La différence, c'est que vous ne regardez pas le chiffre d'affaires global, vous regardez sur quoi a été généré sur ce chiffre d'affaires et est-ce que c'était un item, une offre, un véhicule, du coup, chez vous, qui était plus ou moins porteur de marge, c'est ça? Donc ça, c'est vraiment la traduction de la stratégie du groupe qui aujourd'hui de vraiment beaucoup plus réfléchir en termes de marge que toute l'auto. Alors c'est vrai que c'est beaucoup de constructeurs qui font ça, c'est vrai. Mais chez nous, c'est un vrai changement profond d'ADN. Beaucoup, on est vraiment Renault, on est constructeur généraliste. Donc en termes de volume, on a toujours fait beaucoup de volume. Et c'est vrai que dans les KPI traditionnels de pilotage, c'était pas forcément quelque chose qui ressortait beaucoup, cette notion de marge. Et donc là, vraiment, c'est quelque chose. Et finalement, pousser ça dans le pilotage des campagnes marketing, je ne sais pas si c'est si courant que ça. Mais en tout cas, nous, c'est quelque chose qui est assez nouveau et qu'on essaie de vraiment mettre en place là ces derniers mois. Ok, super. C'est vraiment extrêmement intéressant. Merci à tous les deux pour cette participation. J'espère que ça vous a intéressé. Sachez à toutes les personnes présentes que vous recevrez du coup un lien.
on a les pompiers. Vous recevrez un lien avec le replay pour pouvoir revoir certaines parties qui vous intéressent. Les personnes qui n'ont pas pu participer, vous allez également recevoir le replay. Merci encore à tous les deux. La semaine prochaine, mardi prochain à 11h30, on aura le dernier webinaire de cette série First Party Data avec la participation de Mélanie Bourgneau et de Louise Bogartner, si je prononce correctement, qui sont chefs de projet CRM chez Sarenza et qui nous parleront de comment ils ont réussi à optimiser la pression marketing, réduire la pression marketing et optimiser les performances sur leur CRM. Donc, ça sera assez concret. Merci à tous. Bonne journée tout le monde. Au revoir.